Bonjour donc chers followers donc de Marketing TV Monde. Bonjour donc chers collègues. Bonjour à monsieur, n'est-ce pas, donc les administrateurs donc de cette page Facebook donc qui est Marketing TV Monde. En tout cas que nous suivons avec beaucoup d'intérêt donc et beaucoup d'attention aussi. Alors, je reviens aujourd'hui pour continuer ce qu'on avait entamé donc concernant donc les assurances transport. On avait déjà parlé donc d'assurance corps de navire. Bon, on a essayé donc d'esquisser. Il y a monsieur le coordonnateur, le directeur qui me félicite donc pour la ponctualité. Donc merci monsieur Laïbamba. Merci, respect également à vous. Je vais paraphraser donc mon cher collègue monsieur Dramé, Khalifa Ababakar, donc qui parle de l'infatigable donc Laïbamba, effectivement. En tout cas, vous abattez donc un travail remarquable. Je vous transmets en même temps donc les bonjours, les salutations de monsieur Mat Diaoutiam, donc qui travaille à la direction des examens et concours. En tout cas, qui vous félicite et qui félicite également tous les intervenants donc de Marketing TV Monde. Bon, les collègues, monsieur Sano, monsieur Dramé, monsieur Mbake Gueye, monsieur Nyamboufal qui vient juste donc de nous quitter. Donc vraiment avec sa brillante intervention. En tout cas, il félicite et salue donc tout le monde. Et en tout cas, nous également, on est là. On est là donc pour partager avec vous. Donc c'est quelques moments là. Donc notre manière même donc de gérer le confinement. En tout cas, merci à vous. Donc merci également à monsieur Mokhtar Thiam, qui également, je l'ai oublié, donc en tout cas sa matière. Donc c'est toujours un plaisir, monsieur Thiam, donc de vous écouter donc parler de douane. Merci donc à tous les intervenants, en tout cas, donc ceux de ma filière, mais également ceux qui parlent donc d'autres filières qui certainement donc nous intéressent, à savoir donc le marketing. Si je dis marketing, évidemment, donc je parle de monsieur Nian, je parle donc de monsieur Laïbamba, je parle de monsieur Digo, je parle, n'est-ce pas, donc en tout cas donc de ces gens-là. Bon, la comptabilité, bon, il y a monsieur Chimère Yorawad. Donc qui fait, n'est-ce pas, donc des lives en tout cas donc qui sont fascinants. Donc bonjour également à nos étudiants, Patenias, vraiment Fatou Ndiaye Sow, merci beaucoup. Merci bien donc monsieur Diaby, bonsoir. Bonsoir donc Eva Diop. Bonsoir également à Mohamed Baye, Papa Baga, l'infatigable aussi, donc bonsoir. Merci bien, Abdoulaye Li. Bonsoir, donc c'est toujours un plaisir donc de vous lire. Bonsoir Nilan. En tout cas, merci vraiment donc d'être là. Bonsoir Nouha. Bonsoir, cher collègue Khalifa Diaby. Bonsoir, merci beaucoup. Donc merci d'être là. Bonsoir Abidjan. Merci beaucoup. Alors, donc sans plus tarder, après les salam alek, donc on va continuer, n'est-ce pas, donc notre lancée. Donc sur les assurances transport, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez très bien, donc lors donc des lives précédents, on avait parlé donc d'assurance corps de navire. Bon, on l'a assez esquissé. Donc on a abordé donc plusieurs points, à savoir donc on a fait d'abord un préliminaire donc sur le navire, on a parlé de ses caractéristiques, on a parlé également de ses aspects techniques. On a parlé également donc des risques couverts, donc des exclusions, n'est-ce pas, de la valeur d'assurance, de la détermination de la prime, n'est-ce pas, donc le règlement du sinistre. Alors, dans une deuxième partie, nous allons maintenant aborder donc la partie donc qui concerne donc l'assurance donc des marchandises, n'est-ce pas? Alors, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on avait entamé donc ce cours sur les assurances, on avait posé donc deux questions fondamentales, parmi tant d'autres. La première question, c'était de voir exactement pourquoi l'assurance, pourquoi assurer, n'est-ce pas? La deuxième question, c'était donc de dire exactement
quoi assurer? Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu donc d'assurer? Alors, pour la première question, enfin, je vais commencer même par la deuxième question. Finalement, je vais la transformer donc en première question. Quoi assurer? Qu'est-ce qu'il faut assurer? Donc, on avait dit, on peut assurer, n'est-ce pas, donc le matériel de transport, n'est-ce pas? On peut assurer donc le matériel de transport. Et qui dit matériel de transport également va l'appréhender en fonction donc de la diversité donc des modes de transport. Donc on peut assurer évidemment un navire, on peut assurer n'est-ce pas donc un aéronef, on peut assurer n'est-ce pas donc un train. Vous voyez. Donc ça c'est le matériel donc de transport. Alors on peut également assurer donc la marchandise ou bien le bien transporté. On peut également assurer donc les personnes. Maintenant l'assurance donc des biens transportés. On avait dit que c'était quoi? C'était donc l'assurance faculté. Donc, lorsqu'on entend assurance faculté, c'est les marchandises donc qui font l'objet donc d'une assurance. Maintenant, pourquoi donc ces marchandises donc doivent-elles être assurées? Parce que simplement, dans le cadre donc des échanges internationaux, les marchandises donc faisant l'objet donc de transport sont exposées donc à pas mal de risques particuliers. Pendant la traversée maritime, donc les marchandises peuvent faire donc l'objet d'un vol. Ça peut arriver. Pendant la traversée, on est arrivé donc au port, la cargaison donc est débarquée en attendant donc, n'est-ce pas, donc de dédouanement. Donc des voleurs s'introduisent donc et pillent une partie donc de la cargaison. Donc cette marchandise-là, donc elle est exposée. Cette marchandise, pendant la traversée maritime, il peut y avoir un naufrage. On l'a évoqué donc la fois dernière. Lorsqu'il y a un naufrage, à la fois le navire donc est perdu, mais également sa cargaison. Donc vous voyez, donc les cargaisons également, aussi bien que le navire donc vont se retrouver donc dans les fonds maritimes. Donc cette marchandise-là, donc elle est perdue, elle est endommagée. Donc il y a une avarie, n'est-ce pas? Une perte totale, n'est-ce pas? Ou bien pendant la traversée, la marchandise donc a fait l'objet de mouilles. Donc ça a été mouillé donc par une eau de pluie ou bien même une eau de mer. Donc pendant la navigation maritime. Ou bien même la marchandise est endommagée et ces dommages sont dus à une cohabitation donc avec d'autres marchandises qui sont chargées donc dans le même matériel de transport. Ou bien pendant le transport aérien, l'avion, n'est-ce pas, donc a eu un crash et finalement donc il s'est écrasé. Donc il a décroché. Donc, lorsque l'avion décroche, généralement, il y a un incendie. Et s'il y a un incendie, le plus souvent, donc, en tout cas, l'avion même, n'est-ce pas, donc, lorsqu'il fait crash, donc, il s'éparpille. Donc, on retrouve, n'est-ce pas, donc, l'empennage par là, on retrouve, donc, les gouvernes de l'autre côté, on retrouve, n'est-ce pas, donc, une partie du fuselage, donc, dans un endroit assez lointain, on peut retrouver, donc, le cockpit, donc, quelque part. Donc, finalement, n'est-ce pas, donc, c'est éparpillé. La cargaison, donc, n'en parlons pas. Et encore même, lorsqu'il y a un crash d'avion, en tout cas, les gens qui iront donc sur les lieux ne vont pas se cantonner donc à chercher une marchandise donc à bord d'un aéronef. Donc les recherches seront orientées donc dans deux sens. Ils vont soit chercher donc des survivants, bon, que j'appellerais même donc des miraculés, parce que généralement lorsqu'un avion tombe, les gens qui survivent là, c'est des miraculés, c'est des véritables miraculés, n'est-ce pas? Donc ils vont soit chercher donc des survivants ou bien ils vont chercher donc les fameuses boîtes noires, ce qu'on appelle donc les boîtes noires. Donc l'enregistreur, n'est-ce pas, Eva Diop, de paramètres et l'enregistreur donc phonique. Donc ce sont ces éléments-là peut-être qui permettront, n'est-ce pas, de connaître plus tard, n'est-ce pas, donc les causes de l'accident. Ouais, parce qu'en fait, l'exploitant donc d'aéronef même a l'obligation de dire aux parents des victimes, donc en réalité, donc qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Et en plus même, on peut avoir quoi? Un train qui déraille, n'est-ce pas? Donc un train qui déraille, finalement, donc la cargaison aussi est endommagée. On peut avoir donc un camion qui rate un virage. Il est en train, n'est-ce pas, donc de faire un post-acheminement après débarquement donc des cargaisons par voie maritime. Il est en train de post-acheminer donc la marchandise donc vers sa destination finale. Le chauffeur du camion a mal emprunté donc le virage et le conteneur donc s'est renversé. Et malheureusement, c'était exemple un conteneur donc de carreaux. Vous voyez? Donc les dommages sont, en tout cas, sont là.
donc les marchandises sont exposées donc à pas mal de risques. En plus, n'est-ce pas, des risques que l'on peut avoir pendant la traversée, ou bien pendant le transport, n'est-ce pas, donc principal, ou bien pendant les phases de pré- ou de post-acheminement, il y a donc les diverses opérations auxiliaires. Par exemple, la marchandise, avant, n'est-ce pas, donc de voyager par mer, il faudrait qu'elle soit embarquée. Pendant maintenant qu'on est en train de la hisser à bord, donc les élingues se rompent et les coudis tombent. Vous voyez? Donc, bonjour les dégâts. Ou bien pendant les opérations de déchargement, ou bien pendant les opérations même donc d'entreposage. Donc, je l'ai dit tantôt, on peut laisser une cargaison, donc, n'est-ce pas, au niveau des terre-pleins banalisés, dans le port, et des voleurs s'introduisent et pillent donc une partie donc de cette cargaison. N'est-ce pas? Alors, c'est une raison donc valable. Donc, c'est une raison valable, n'est-ce pas, donc pour dire que donc les marchandises donc qui font l'objet donc d'opérations donc du commerce international doivent impérativement donc être assurées. N'est-ce pas? C'est bon jusqu'ici. Alors, je continue. Je salue également Eva Diop. Donc, il y a beaucoup de risques donc, pendant ces prestations. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de risques. Hein. Donc, merci également à Aliou Diouf donc, qui nous suit aussi. Donc, on va continuer. Donc, il y a la présence donc, de risques. N'est-ce pas? Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que, vous vous rappelez, n'est-ce pas, donc, de ce qu'on avait dit, donc, les raisons. Pour les marchandises, il y a d'autres raisons qui peuvent quand même motiver également leur assurance. C'est quelles raisons? Vous savez que en matière de contrat de transport de manière générale, il y a donc une panoplie donc, de textes de loi applicables. Il y a beaucoup de conventions, n'est-ce pas, de conventions internationales. Il y a donc des textes nationaux, certes, mais également donc des conventions internationales. Je prends l'exemple de conventions internationales. Je prends l'exemple de la Convention de Bruxelles, n'est-ce pas, donc du 25 août 1924. N'est-ce pas? Alors, vous savez, les conventions, en tout cas, donc, définissent donc, les rapports qui existent donc, entre acteurs du transport. Donc, acteurs dans un contrat de transport, n'est-ce pas? D'une part, le transporteur ou bien l'armateur de transporteur maritime, par exemple, et d'autre part, donc, le chargeur. Maintenant, ces conventions, en tout cas, donc, définissent les responsabilités réciproques donc, des parties contractuelles. Mais les conventions, en tout cas, font beaucoup plus focus sur la responsabilité donc, du transporteur. Je prends, n'est-ce pas, la Convention de Bruxelles. Alors, cette responsabilité-là, il faut l'appréhender d'abord en termes donc d'étendue. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle prend fin. N'est-ce pas? Alors, si je prends donc la Convention de Bruxelles, il y a ce que donc, certains législateurs même appellent, donc certains spécialistes donc, du droit appellent donc, le sectionnement légal donc, du contrat de transport. Pourquoi? Parce que la responsabilité du transporteur maritime sous l'empire donc, de cette Convention de Bruxelles, n'est-ce pas, commence pendant le chargement, durant le transport principal et au moment donc, du déchargement. Donc, c'est ce que le doyen, donc René Rodière, appelle le sectionnement légal du contrat de transport. Ce qui veut dire que si par exemple, il y a eu, n'est-ce pas, une avarie, donc qui est antérieure au chargement, alors le transporteur donc ne vous indemnisera pas parce que ça ne fait pas partie donc de l'étendue donc de responsabilité. Ça ne fait pas partie donc de l'étendue de responsabilité. Donc vous voyez, ou bien il y a eu donc des avaries en attente donc d'embarquement donc quelque part. Donc la marchandise a été spoliée. Le transporteur donc ne vous indemnisera pas. Parce que c'est antérieur donc à la prise en charge. Parce que généralement on dit que la responsabilité donc c'est de la prise en charge donc jusqu'à la livraison. Donc vous voyez. Et maintenant sous l'empire de la Convention de Bruxelles, c'est pendant le chargement, durant le transport principal et au moment donc du déchargement. Vous voyez, donc c'est une raison alors pour payer une assurance. La troisième raison donc c'est quoi? C'est que ces textes même
prévoit également donc des causes d'exonération de responsabilité. C'est-à-dire, s'il y a un événement donc, qui a causé donc, une perte aux marchandises et que cet événement-là fait partie donc, des causes d'exonération de responsabilité donc, du transporteur, il ne vous indemnisera pas. Vous voyez? Je donne l'exemple toujours de Bruxelles. J'aime prendre souvent donc, la convention de Bruxelles. Bruxelles a prévu 17 cas exceptés. Parmi ces 17 cas, je donne un, ou bien je vais donner juste quelques. Par exemple, une faute nautique, une faute de navigation. Et pourtant, cette faute nautique-là, une faute de navigation, ça émane donc en tout cas donc du personnel navigant. Peut-être que c'est dû à une erreur donc du personnel navigant. N'est-ce pas? Et on sait que donc sur ce navire-là, le capitaine donc du navire, il est garant, n'est-ce pas, donc de la sécurité de tout ce qui voyage donc à bord du navire. Maintenant, c'est lui ou bien ses subalternes donc, qui ont commis une faute. Hein? Et je peux même dire que le capitaine donc, est un préposé au transporteur. Vous voyez? Alors, la faute nautique exonère donc le transporteur de toute responsabilité. Donc, d'où l'intérêt toujours donc, de payer une assurance. N'est-ce pas? Ces mêmes textes, que ce soit Bruxelles, que ce soit Hambourg, que ce soit donc la convention CMR, que ce soit donc la convention COUTIF, n'est-ce pas? Que ce soit donc la convention de Varsovie. Donc, je suis en train de citer donc pas mal de conventions donc en fonction des modes de transport. Quelle que soit donc la convention, il y a toujours, n'est-ce pas, donc ces dispositions. Les conventions ont presque donc les mêmes dispositions. Ces conventions prévoient également donc des plafonds d'indemnisation. Je m'explique. Si par exemple, la marchandise donc a eu des dommages et que les dommages se sont produits pendant que les marchandises étaient sous la garde donc, du transporteur, il est soit présumé responsable ou bien il est présumé coupable. Si par exemple, je prends donc les règles de Hambourg, il est présumé responsable. Maintenant, dans le cas où donc, sa responsabilité donc, est effectivement donc, confirmée, ce transporteur-là donc, devrait en principe donc, vous indemniser. Il va vous indemniser, mais cette indemnisation-là ne devrait pas dépasser un certain montant. C'est ce qu'on considère donc comme étant un plafond. Alors, si par exemple vous avez perdu entièrement votre marchandise, mais après avoir calculé, n'est-ce pas, donc ce que l'on doit vous indemniser, mais ça a dépassé le plafond de responsabilité, qu'est-ce qui va se passer? Le transporteur donc ne vous paiera que le montant que la convention a plafonné. Exemple de plafond, toujours donc Bruxelles, 666,67 DTS donc par colis ou 2 DTS par kilogramme. Bon, pour ceux qui nous suivent et qui sont peut-être des donc panier de monnaie fictif, n'est-ce pas, donc mis en place par le FMI, le Fonds monétaire international. Alors, si maintenant la valeur de la marchandise donc est endommagée, parce que normalement ça devrait être une indemnisation ad valorem. Je vais emprunter, n'est-ce pas, donc le terme de nos amis douaniers. Monsieur Niambo Fall, monsieur Mokhtar Thiam ou bien monsieur Mbacké Gueye, et entre autres. Normalement, ça devrait être une indemnisation ad valorem. Indemnisation par rapport à la valeur. Mais que se passe-t-il exactement? Le transporteur, n'est-ce pas, ne vous donnera que, en tout cas, si votre marchandise, n'est-ce pas, la valeur dépasse donc le plafond, lui, il ne vous indemnisera que le plafond. Le plafond, comme son nom l'indique, c'est une limite donc qu'on ne peut pas dépasser. Donc, ce qui veut dire que, en cas donc de dommage pendant le transport, donc l'indemnisation peut être partielle, d'où alors une raison, n'est-ce pas, donc d'assurer. Donc, en matière d'assurance des marchandises, il faudrait impérativement, n'est-ce pas, comment dirais-je, il faudrait impérativement assurer, n'est-ce pas, en matière de transport, assurer donc les marchandises, parce que simplement, les textes, comme on l'a dit, donc, ont prévu, n'est-ce pas, donc des causes d'exonération, les textes ont prévu, n'est-ce pas, donc des plafonds de limitation, donc d'indemnisation. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, il y a Eva Diop qui me dit quand est-ce qu'on rembourse donc à hauteur donc du prix du transport. Ça, c'est en cas de retard. Bon, si on va peut-être donc venir donc là-dessus, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? À hauteur donc du prix du transport. C'est bon? N'est-ce pas? Donc, pour certaines conventions, c'est le fret payable. Pour d'autres conventions, n'est-ce pas? C'est comment dirais-je, 2 fois ou bien le double donc du fret payable. Bon, ça donc c'est voilà. Alors. C'est bon, donc on va continuer quand même. Bon, après également, donc on répondra donc aux questions. C'est bon? Allez, on y va, on continue.
Alors, il y a aussi une troisième raison, n'est-ce pas, donc qui motive donc l'assurance donc des marchandises. La raison est simple. Au Sénégal particulièrement, et c'est valable également donc dans pas mal de pays, au Sénégal particulièrement, il y a une loi sénégalaise, n'est-ce pas, qui impose aux opérateurs économiques donc d'assurer toutes les marchandises importées, quel que soit donc le mode de transport. Oui. Donc si vous importez donc des marchandises, vous n'aurez pas le choix. Vous devez impérativement donc assurer. Maintenant, la question est simple. Qui va assurer? Est-ce que c'est le vendeur donc qui vous a vendu donc la cargaison qui va assurer? Ou bien est-ce que c'est l'importateur donc qui va le faire? Maintenant, tout dépendra donc du contrat de vente. Avec donc les incoterms, hein, donc en tout cas, un sujet, n'est-ce pas, en tout cas, le collègue M. Khalifa Dramé donc, en a fait, n'est-ce pas, donc, un live remarquable. Donc, en passant, donc, je lui tire le chapeau. Donc, ces incoterms-là, donc, prévoient, parce que les incoterms donc, définissent donc, les obligations respectives donc, des deux parties en termes donc, de frais, mais également du partage de risques. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je continue. Oui, Pathé Niass me dit, lorsqu'il y a une déclaration de valeur, évidemment, donc, le plafond donc, n'est plus applicable. Donc, merci, Pathé. Je continue. Alors, je prends l'exemple de l'incoterme CIF. L'incoterme CIF, donc, Cost Insurance and Freight, ou bien l'incoterme CIP, Carriage Insurance Paid to. Si donc la marchandise est vendue donc, avec l'incoterme CIF, on sait que normalement, c'est le vendeur qui doit assurer. Si donc la marchandise donc, est vendue, n'est-ce pas, l'incoterme de vente donc, est CIP, Carriage Insurance Paid to, là aussi, donc c'est le vendeur toujours qui assure. Les incotermes E, n'est-ce pas, et F, ex-work, free carrier, free alongside ship, donc free on board, là donc il n'y a pas d'équivoque. On sait que donc c'est l'importateur donc qui va assurer. Bon, les incotermes donc la classe D, donc l'obligation d'assurance, en tout cas, le vendeur donc peut le faire comme l'acheteur donc peut le faire. Mais quoi qu'il en soit, donc le vendeur assure ou bien n'est-ce pas donc l'acheteur assure. Mais en tout état de cause, l'autorité sénégalaise, donc il y a une loi sénégalaise qui dit que il faut assurer donc toutes les marchandises importées, quel que soit donc le mode de transport. N'est-ce pas? Évidemment, son décret d'application. Mais ce n'est pas terminé. Cette même loi dit qu'il faut assurer donc tous les corps de navires battant pavillon sénégalais. Donc si vous avez un navire donc sénégalais, que vous avez acheté votre navire, si vous vous rappelez très bien, on en a parlé, donc avec l'assurance corps de navire, vous êtes sénégalais, vous avez acheté votre navire, normalement, vous devez l'immatriculer donc au Sénégal. N'est-ce pas? Donc cette loi-là, n'est-ce pas, 83-47 du 18 février 1983, ainsi que son décret d'application, donc dit qu'il faut assurer également tous les corps de navires donc battant pavillon sénégalais. N'est-ce pas? Il faut assurer tous les corps de navires battant pavillon sénégalais. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore une autre obligation. N'est-ce pas? L'autre obligation, donc, c'est quoi exactement? Il faudrait que l'assureur donc soit domicilié au Sénégal. L'assureur doit être domicilié au Sénégal. N'est-ce pas? Donc, je reprends. Je récapitule. Pourquoi assurer? Parce que donc il y a la présence donc de risques. Donc il y a beaucoup de risques, en tout cas qu'il convient donc d'évaluer au mieux. Ensuite, pourquoi assurer toujours? C'est parce que simplement les marchandises, c'est parce que simplement les textes de loi donc ont prévu, n'est-ce pas, donc des limitations. Il y a d'abord l'étendue donc de responsabilité, n'est-ce pas? Il y a aussi comment dirais-je, le fondement même de responsabilité, parce que donc il y a une présomption de responsabilité, n'est-ce pas, donc, ou de faute. Mais c'est une présomption quand même. Et encore, le transporteur, n'est-ce pas, peut s'amender donc de cette responsabilité en évoquant donc des causes d'exonération. Vous suivez? Et il y a également donc la présence de plafond. Donc deuxième raison, si vous ne voulez pas avoir une perte donc non remboursée de la part du transporteur, alors vous devez impérativement songer à une assurance. Si vous ne voulez pas que le transporteur donc vous indemnise partiellement aussi, alors assurez. Ce n'est pas terminé. Au Sénégal, comme je l'ai tantôt évoqué, il y a une obligation donc d'assurance locale. Donc, comme l'a dit donc Papa Babacar Ndiaye.
Non seulement il faut assurer donc les marchandises importées, quel que soit donc le mode de transport, mais aussi il faut assurer donc les corps de navires donc battant en pavillon sénégalais. Mais il faudrait que l'assureur donc soit domicilié au Sénégal. N'est-ce pas? Donc voici donc en tout cas donc les raisons, n'est-ce pas, donc qui motivent donc l'assurance donc des marchandises. Donc je remercie donc Serigne Fall. Donc Serigne Fall, merci beaucoup. Donc merci d'être donc à l'écoute, n'est-ce pas? Oui, Babacar, tout à fait. Donc l'assurance transport est rendue obligatoire par la loi 83-47 donc du 18 février 1983, donc ainsi que son décret donc d'application. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc merci également donc Mam Diara Ndiaye. Donc merci. Merci donc à tous ceux qui nous suivent. Oui, donc Pathé, Nias, oui, c'est vrai. Et lorsqu'il y a une déclaration donc de valeur, donc le plafond de limitation de responsabilité, n'est-ce pas, saute, n'est plus applicable. Oui, la déclaration de valeur ou bien, comment on l'appelle, une déclaration donc d'intérêt spécial, par exemple. Une faute inexcusable ou bien une faute dolosive, par exemple, entre autres. Merci. Allez, on va continuer. N'est-ce pas? Ok. Ok. Donc, il y a l'IBAM qui me dit poussez le pouce, likez, c'est trop clair. Alors. Ok. Merci beaucoup. Alors, je continue. Maintenant, après avoir donc parlé, n'est-ce pas, donc des raisons, n'est-ce pas, qui motivaient donc l'assurance donc des marchandises, n'est-ce pas, on va quand même parler maintenant donc des risques couverts. Hein? On va parler donc des risques couverts. On va parler, n'est-ce pas, donc des risques couverts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque couvert? Qu'est-ce qu'on entend par risque couvert? On entend par risque couvert l'ensemble donc des dommages qui peuvent survenir au cours de l'opération donc de transport, pouvant affecter donc cette marchandise transportée, mais qui sont couverts par les garanties donc d'assurance faculté. N'est-ce pas? Je reprends, je dis, on entend par risque couvert donc l'ensemble des dommages pouvant survenir donc pendant l'opération donc de transport et qui sont couverts par les garanties donc d'assurance faculté, n'est-ce pas, et qui peuvent affecter donc la marchandise donc transportée. Alors, ce sont des pertes matérielles ainsi que donc des pertes de poids ou de quantité, n'est-ce pas, qui sont causées donc à la cargaison assurée donc au cours de son expédition, n'est-ce pas? Alors, ces pertes-là peuvent survenir quand est-ce? Ces pertes peuvent survenir pendant l'opération de transport proprement dit. Et généralement, lorsque ça résulte pendant l'opération de transport proprement dit, c'est parce que simplement le matériel de transport aussi est affecté. Il est affecté. Le navire, il a un naufrage ou bien il a un abordage, il a un incendie, n'est-ce pas, qui n'épargne pas aussi donc les cargaisons. Il a peut-être, il s'est échoué, n'est-ce pas, donc ce qui a peut-être bouleversé un peu le navire. Et la coque, n'est-ce pas, du navire donc s'est peut-être déchirée, le même sort donc que le Titanic, vous voyez. Donc lorsqu'il y a un événement pendant l'opération de transport proprement dit, en général, donc le matériel de transport donc n'est pas épargné. Lorsqu'il y a un crash d'avion, évidemment, le matériel donc est touché. Ou bien un accident donc de véhicule articulé ou une remorque routière, par exemple. Donc là, les avaries donc peuvent survenir pendant l'opération de transport, n'est-ce pas, et résulter donc d'événements majeurs. Donc c'est ce qu'on appelle donc les événements majeurs. Ou bien, les avaries, n'est-ce pas, donc les dommages, peuvent toucher uniquement donc la marchandise transportée, mais pas son matériel. N'est-ce pas? Donc, comme je l'ai tantôt évoqué, il peut y avoir quoi? Donc, une mouille par eau de pluie ou de mer. Parce que si, par exemple, donc, la cargaison donc, est mouillée,
les experts maritimes donc, qui seront dépêchés sur les lieux n'auront pas de difficulté donc, à vérifier si réellement donc, c'est de l'eau de pluie ou bien de l'eau de mer. Ou bien même de l'eau de robinet. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Donc, qui peuvent prendre, n'est-ce pas, donc, la cargaison et y jeter et déverser donc, de l'eau du robinet. Mais c'est très simple pour eux donc, de le savoir. N'est-ce pas? On peut avoir donc des pertes qui sont dues quoi? À l'arrimage ou bien au désarrimage donc, de la cargaison. N'est-ce pas? On peut avoir donc des détériorations résultant par exemple de l'humidité donc des cales, par exemple donc dans le navire, etc. etc. Mais on peut également avoir donc des dégâts, n'est-ce pas, donc en tout cas donc des avaries aussi pendant les opérations donc de manutention. Pendant le hissage, n'est-ce pas, donc moi j'ai assisté une fois à un accident donc tragique au niveau donc du port. Donc ça remonte donc à 2007. N'est-ce pas, comme un calamar, n'est-ce pas, donc un riche taker qui avait donc soulevé donc le conteneur et malheureusement donc le conteneur donc lui est tombé dessus. Donc c'est des choses qui arrivent. Vous voyez? Donc il peut y avoir, n'est-ce pas, donc des avaries donc pendant l'opération donc les opérations de manutention et aussi donc pendant les séjours donc des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement ou bien donc les magasins et aires donc d'exportation. N'est-ce pas? Alors, maintenant, pour les risques couverts, on identifie généralement donc deux types d'avaries. On identifie les risques ordinaires, n'est-ce pas? Il y a les risques ordinaires, mais il y a également ce qu'on appelle donc les risques exceptionnels. Alors, les risques ordinaires, ce sont, n'est-ce pas, donc les avaries particulières. Les avaries par les pertes matérielles, bon, désolé, hein, donc j'ai un appel donc sur WhatsApp là, c'est compliqué. Donc ce sont des pertes matérielles, donc les avaries particulières, ainsi que des pertes de poids ou de quantité causées par la cargaison assurée au cours de son expédition. N'est-ce pas? Donc, pour les risques ordinaires, je disais qu'il y a des avaries particulières. Mais les avaries particulières, là, ce sont des dommages. Ce sont des dommages matériels, n'est-ce pas? Ce sont des sacs qui sont déchiquetés. C'est des avaries particulières dommages. N'est-ce pas? Donc, des caisses donc, endommagées. Donc, avaries particulières, toujours dommages. On a donc des... Comment dirais-je, n'est-ce pas, donc des bidons d'huile qui sont troués, n'est-ce pas, ou bien donc le bouchon, n'est-ce pas, donc c'est, en tout cas, donc c'est enlevé, comment dirais-je, n'est-ce pas, donc des fûts qui sont tordus, n'est-ce pas, donc des barils, n'est-ce pas, donc qui sont tordus. Donc ça, ce sont des pertes matérielles, n'est-ce pas. On peut, par exemple, n'est-ce pas, un sac qui est déchiré et que une partie même donc la cargaison donc s'est déversée donc sur la chaussée. La chaussée, autant pour moi, donc ce sont des avaries particulières. N'est-ce pas? Mais ce sont des avaries particulières, dommages, parce que c'est des pertes matérielles. Mais à côté donc de ces pertes matérielles-là, comment dirais-je, des frais constitués donc de dépenses que l'on a engagées pour préserver donc les objets assurés donc d'une perte probable. Par exemple, un camion, enfin une remorque, donc quitte par exemple Ziguinchor, donc pour aller à Dakar exactement, donc vers le port en vue d'une exportation. Le conteneur, n'est-ce pas, donc avait du matériel à bord, n'est-ce pas? En cours de route, donc le camion s'est renversé, il y a eu donc des dommages. C'était des objets fragiles donc qui sont cassés. Alors, mais ce n'est pas toute la cargaison donc, qui est endommagée. C'est juste une partie. Que se passe-t-il? L'exportateur donc, a le temps de ramener donc, les objets endommagés donc, et de les remplacer donc, par d'autres. Donc, les frais de retour, les frais de remplacement, donc les frais de réemballage, de reconditionnement, n'est-ce pas, donc de réexpédition également sont couverts donc, par les garanties d'assurance faculté. C'est ce qu'on appelle donc des avaries particulières frais. Donc les dommages sur les marchandises, les sacs déchiquetés, donc les bidons troués, donc ça c'est des avaries particulières dommages. Mais par exemple un matériel qu'on est en train donc d'expédier, mais on s'est rendu compte qu'il n'est pas tellement opérationnel, il est endommagé, on le retourne en usine
pour une réparation éventuelle, une remise en état, un reconditionnement, un réemballage et une réexpédition, n'est-ce pas, pour que la marchandise même puisse poursuivre, n'est-ce pas, donc son voyage, alors là, on parle donc d'avarie particulière, donc frais. Donc, vous voyez? Donc, je disais que vous avez donc les avaries particulières. Donc, d'une part, nous sommes en train donc de parler, n'est-ce pas, donc des risques ordinaires, n'est-ce pas, hein? Donc, vous avez donc les avaries particulières. Mais vous avez aussi donc ce qu'on appelle donc les avaries communes. N'est-ce pas? Donc, l'avarie commune, d'ailleurs, ce qu'il faudrait retenir exactement, c'est quoi? Donc, c'est une notion donc, qui est exclusivement donc, maritime. L'avarie commune est une notion exclusivement maritime. Donc, vous ne le verrez pas dans un autre mode de transport. Alors, quand est-ce qu'il y a avarie commune? Avant même de définir, je donne un exemple. Bon, généralement, les formateurs ont l'habitude de dire, par exemple, un navire qui est en train de naviguer et que il a un problème donc en cours de navigation. Le navire donc, en tout cas, donc c'est complètement incliné peut-être donc de tribord. Et il était donc dans l'obligation de prendre, n'est-ce pas, donc des cargaisons et de les sacrifier en mer. Alors, ce sacrifice-là peut être considéré comme étant donc un acte d'avarie commune. Parce qu'il l'a fait donc pour sauver le navire et une partie de la cargaison. Parce que malheureusement, il y a des cargaisons qui ont été sacrifiées. Mais il l'a fait donc pour sauver une partie, n'est-ce pas, donc de sauver son navire, de sauver une partie donc de la cargaison. Il l'a fait aussi parce qu'il y avait un danger qui est imminent ou bien qui se fait donc menaçant. N'est-ce pas? Il y avait un danger qui est imminent, un danger, n'est-ce pas, donc qui se fait menaçant. Alors, il sacrifie donc des cargaisons. Mais heureusement que le sacrifice donc qu'il a fait donc a eu un résultat positif parce que finalement, le navire donc est arrivé donc à bon port. Donc, vous voyez, le navire donc est arrivé donc à bon port. Alors, on peut dire qu'il y a acte donc d'avarie commune. Alors, l'avarie commune, on va essayer donc de la définir. Elle peut être définie comme étant des sacrifices ou dépenses donc décidées volontairement par le capitaine du navire. Mais c'est des dépenses qui sont prises, dépenses ou sacrifices donc faits intentionnellement et raisonnablement. Par qui? Par le capitaine du navire. Donc c'est lui qui l'a ordonné. Mais il l'a fait donc dans l'intérêt commun, donc devant un danger ou un péril réel menaçant à la fois donc le navire et sa cargaison, mais aboutissant donc à un résultat positif. N'est-ce pas? Alors, je donne un autre exemple. Cette fois-ci, je n'ai pas parlé donc de sacrifice. Un navire a un problème. Ou bien, il a eu un incendie. L'incendie donc a pratiquement bousillé, donc pas mal de, détruit ou bien gâté pas mal de biens déjà sur le navire. Il y a des matériels qui sont affectés, complètement calcinés. Il y a des cargaisons également qui sont complètement calcinées. Donc l'incendie en tant que tel donc, a provoqué donc, des dommages. Donc les dommages qui sont directement causés par l'incendie sont appelés donc des avaries particulières. Maintenant, alors je reprends, j'ai dit, les dommages directement causés par l'incendie donc, sont des avaries particulières. Le capitaine du navire a ordonné donc des mesures d'extinction du feu. Maintenant, les mesures d'extinction donc du feu ont provoqué donc d'autres types de dommages parce que peut-être qu'il y avait des marchandises qui ne devraient pas être au contact de l'eau. Donc, les mesures d'extinction du feu ordonnées par le capitaine du navire ont provoqué donc d'autres types de dommages. Donc, les dommages provoqués donc par les mesures d'extinction donc du feu ordonnées par le capitaine du navire seront considérés également comme étant donc des avaries communes. Mais par contre, donc, les dommages directement causés par l'incendie donc, sont des avaries particulières. Maintenant, en cas d'avarie commune aussi, il y aura des choses qui vont se faire. On va en parler donc tout à l'heure. Alors, l'idée, n'est-ce pas, de base de cette notion est qu'il est juste donc de faire participer tous les intéressés à une aventure maritime, n'est-ce pas, à réparer donc les dommages. Aussi bien donc les propriétaires donc de navires, n'est-ce pas, que les propriétaires donc de cargaison. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que le terme avarie commune même, n'est-ce pas, en tout cas, semblerait un peu inapproprié. La bonne appellation serait plutôt une contribution aux avaries communes. Parce que donc les gens vont contribuer. Vous voyez? La bonne appellation,
Ce serait plutôt contribution aux avaries communes. Parce que les intéressés à cette aventure maritime, n'est-ce pas, in fine, vont essayer donc de se cotiser, n'est-ce pas, pour réparer donc les dommages. Maintenant, pour qu'il y ait acte d'avarie commune, il faut impérativement donc qu'il y ait 4 caractères. Et ces 4 caractères-là sont cumulatifs et non alternatifs. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 4 conditions donc soient réunies. Bon, caractère ou condition. Il faudrait que ça soit réuni, mais aussi l'un ne peut pas remplacer l'autre. Donc 4 caractères ou bien 4 conditions. La première condition, c'est quoi? C'est le caractère volontaire donc des dépenses. Donc les dépenses, n'est-ce pas, que le capitaine est en train donc d'engager, il doit, n'est-ce pas, en tout cas, ça doit émaner donc d'une décision volontaire donc qui émane donc du capitaine du navire. En tout cas, il l'ordonne. Les sacrifices également qui seront, n'est-ce pas, donc faits, consentis aussi, ça devrait émaner donc d'une décision prise volontairement, mais encore raisonnablement, par le capitaine du navire. N'est-ce pas? Ensuite, les dépenses ou bien les sacrifices qui ont été consentis, qui ont été faits, en tout cas, doivent être donc dans l'intérêt, fait donc dans l'intérêt commun. Donc, deuxième caractère, donc c'est l'intérêt commun. Donc, premier caractère, j'ai dit donc caractère volontaire des dépenses. Deuxième caractère, donc l'intérêt commun. Mais la notion même d'intérêt commun est le fondement même donc de l'avarie commune. Parce que vous avez dit avarie commune, intérêt commun. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui a été donc dépensé a été fait donc dans l'intérêt commun. L'intérêt commun donc de qui? De toutes les parties donc qui sont intéressées, n'est-ce pas, donc par cette, en tout cas donc par, voilà, donc par ces sacrifices. Ou bien, n'est-ce pas, donc par cette aventure maritime. Oui, il y a M. Khalifa Dramé qui me dit, oui, effectivement, donc l'avarie commune donc, est réglementée, n'est-ce pas, donc par les règles d'York et d'Anvers, n'est-ce pas, de 1890-1950, dernièrement modifié donc en 2004. Vous voyez, n'est-ce pas? Ensuite, troisième caractère, il y a donc le danger ou le péril. Il y a le danger ou le péril. Cette notion quand même est assez vague, n'est-ce pas? Et peut-être que aussi donc les tribunaux vont l'interpréter donc de façon générale. Mais en tout cas, en tout état de cause, quoi qu'il en soit, il est admis en général donc qu'il y ait des dépenses à faire. Impérativement, il faudrait, n'est-ce pas, donc qu'il y ait la présence donc d'un danger qui s'est déjà déclaré ou bien qui se fait donc menaçant. Vous voyez? Et enfin, n'est-ce pas, je pense que j'ai cité déjà les 4, si je ne me trompe. Vous avez donc le caractère volontaire des dépenses. Oui, voilà, le caractère volontaire des dépenses. L'intérêt commun. Quoi d'autre encore? Le danger ou le péril, n'est-ce pas? Et enfin, donc, le quatrième caractère, c'est quoi exactement? Tout ce qui est en train donc d'être fait doit impérativement donc avoir un résultat positif. Donc, si le résultat donc n'est pas positif, il n'y a pas d'acte d'avarie commune. Si même donc les 3 conditions sont réunies, les 3 caractères là, mais il n'y a pas de résultat positif, on a fait des sacrifices, mais ça n'a servi à rien, ça n'a abouti à rien. Donc, il n'y a pas d'acte d'avarie commune. Et alors, tout ce qui n'est pas avarie commune donc est donc avarie particulière. N'est-ce pas? C'est bon? Oui, merci Iba Diop. Merci de nous suivre sur Marketing TV Monde. Fatou Chassar, oui, bonjour, merci infiniment. Merci de nous suivre. N'est-ce pas? Monsieur Khalifa Dramé, effectivement, dernièrement modifié donc en 2004, exactement. Merci donc pour cette précision, le 1er juin 2004 à Vancouver. Merci beaucoup. Merci Sorno Noumbe. Oui, des dangers, en tout cas, les dangers, il faut impérativement donc les éviter. Comme je l'ai dit tantôt, le capitaine donc il est garant de tout ce qui est garant de la sécurité donc de tout ce qui voyage donc à bord du navire. Le commandant de bord de l'avion est garant de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, donc à bord de son avion. Ouais. Alors, on va continuer. Maintenant, lorsqu'il y a acte d'avarie commune, il faudrait impérativement donc songer à son règlement. N'est-ce pas? Alors, le règlement de l'avarie commune a pour but de calculer, n'est-ce pas, donc la part que le navire donc va contribuer et d'autre part
la part que les chargeurs donc, vont contribuer. Alors, s'il y a un règlement donc d'avarie commune, il y a des experts maritimes, n'est-ce pas, qui seront commis, qui vont essayer donc de faire ce calcul, qui vont essayer donc de faire donc ce dispatching. D'ailleurs même, on les appelle donc des experts maritimes, répartiteurs ou dispatchers, qui vont procéder, n'est-ce pas, au règlement de l'avarie commune en déterminant donc la masse créancière donc, et la masse débitrice. Donc il y a une masse créancière, il y a une masse débitrice. Le rapport maintenant entre cette masse créancière et cette masse débitrice donc, permet, n'est-ce pas, donc, de calculer un taux de contribution. Donc ça permet de déterminer un taux de contribution. Donc taux de contribution, encore une fois, égale masse créancière sur masse débitrice, donc fois 100. N'est-ce pas? Alors, maintenant, la masse créancière, donc, elle est composée de quoi? La masse créancière, elle est encore appelée donc masse active. Hein? La masse créancière est aussi appelée masse active. Donc, cette masse créancière-là est composée de quoi? Des dommages ou bien des dépenses, oui, des avaries, dommages causés, n'est-ce pas, au navire, comment dirais-je, l'acte d'avarie commune en tant que tel, hein, donc les dommages causés par quoi? Par les mesures de sauvetage. Les dépenses également causées par les mesures de sauvetage. Donc les sacrifices également qui ont été causés par l'acte d'avarie commune en tant que tel. Par exemple, les mesures d'extinction ont provoqué, n'est-ce pas, donc 50 millions d'avaries, n'est-ce pas, c'est des avaries communes. Les mesures d'extinction ont causé 50 millions d'avaries aux marchandises, c'est une avarie commune. Les 50 millions, les mesures d'extinction également ont causé 100 millions d'euros, n'est-ce pas, d'avaries au navire. Là aussi, on va l'intégrer donc dans la masse créancière. Le navire qui ne peut plus continuer son chemin donc a fait l'objet donc d'un remorquage aussi. Donc ça aussi, on va l'intégrer donc dans la masse créancière. N'est-ce pas? Des dépenses ont été effectuées, n'est-ce pas, pour que le navire puisse continuer également son chemin. Là aussi, on va donc l'intégrer dans la masse créancière. Donc, je rappelle que la masse créancière est encore appelée donc masse active. Maintenant, qu'en est-il donc de la masse débitrice? La masse débitrice, c'est la différence donc entre les valeurs de départ et les dommages directement causés par l'accident. Je ne parle pas donc des mesures de sauvetage. Hein? Donc, je reprends, j'ai dit, la masse débitrice, quant à elle, est composée, n'est-ce pas, des dommages, de la différence, n'est-ce pas? C'est la différence entre les valeurs de départ, autant pour moi, et les dommages donc directement causés par l'accident. N'est-ce pas? Maintenant, le rapport donc entre ces deux masses fait ressortir donc un taux qui est appliqué et qui sera appliqué aux diverses donc valeurs sauvées. Alors, je reprends. Taux de contribution égale masse créancière donc sur masse débitrice. Maintenant, à partir de là, il faudrait donc calculer donc les valeurs contributives, mais c'est simplement donc des contributions provisoires. On va calculer donc la valeur contributive donc de l'armateur. On va également calculer donc la valeur contributive, n'est-ce pas, donc des chargeurs. Alors, à quoi est égale la donc valeur contributive? Égale valeur dépréciée. Valeur dépréciée, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc la différence entre les valeurs de départ donc, et les dommages causés par l'accident. Donc, valeur dépréciée multipliée donc par le taux de contribution. Donc, comme ça, là, on saura exactement ce que chaque intéressé donc, à l'aventure maritime donc, va participer. N'est-ce pas? Oui, donc merci tous ceux qui nous suivent. Hein? Merci donc monsieur Dramé, Khalifa Babakar. Merci Aïcha Baldé. Merci Patenias. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci Nilan Faye aussi pour les encouragements. Merci également mon ami et frère, hein, Monsieur Pape Niambofal, en tout cas, qui a tout à l'heure donc fait une brillante intervention, comme à l'accoutumée. Hein, donc, c'est toujours un plaisir donc de te suivre donc sur Marketing TV, n'est-ce pas? Alors, on va toujours continuer, n'est-ce pas? Alors, nous sommes toujours donc dans les risques couverts. Donc, on a évoqué tantôt donc les risques ordinaires.
Maintenant, on va parler donc des risques exceptionnels. Alors, ces risques exceptionnels-là, c'est l'ensemble donc de dommages. Pourquoi on les qualifie de risques exceptionnels? Parce que simplement, ce n'est pas couvert donc par les garanties. En principe, ce n'est pas couvert. Bon, j'ai préféré ne pas dire exclusion. C'est vrai qu'on peut les qualifier donc d'exclusion, étant donné que c'est des événements qui ne seront point couverts. Les garanties, on va les voir. Ce sont des événements, ce sont des dommages résultant donc de certains événements qui ne seront pas couverts, mais quand même qui peuvent être rachetés, n'est-ce pas, par l'assuré, moyennant donc le versement donc de quelque chose. C'est pourquoi donc on les qualifie donc de risques exceptionnels. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi exactement? C'est les dommages donc pouvant résulter donc de certains événements. Et parmi ces événements, il y a beaucoup d'entre eux qu'on avait déjà précités, qu'on avait déjà cités, n'est-ce pas, donc dans la partie assurance corps de navire. Donc parmi ces événements, vous avez quoi? Vous avez donc la guerre et ses assimilés. N'est-ce pas? Que ça soit une guerre civile ou bien une guerre étrangère. Que ça soit une guerre déclarée ou non déclarée. Que la guerre soit déclarée, qu'elle soit non déclarée, n'est-ce pas? C'est un acte de guerre, qu'elle soit civile ou étrangère. N'est-ce pas? C'est bon? Allez, on va continuer. Vous avez encore comme risque exceptionnel les actes donc de terrorisme. Oui, tout acte de terrorisme également. Les dommages résultant donc d'actes de terrorisme font partie également donc des risques exceptionnels. Donc pour ne pas dire exclusion. N'est-ce pas? Vous avez donc les émeutes. Alors les émeutes, les mouvements populaires, c'est ce qu'on appelle également les assimilés à la guerre. N'est-ce pas? Ils font partie également donc des risques exceptionnels. Vous avez quoi d'autre? Vous avez donc les conflits politiques ou sociaux. Vous avez donc les saisies et confiscations effectuées par les autorités portuaires ou douanières. Parce que les autorités portuaires donc, peuvent saisir une cargaison. Les autorités douanières également donc, peuvent saisir aussi une cargaison. Peuvent saisir ou confisquer. Donc ça, je laisse ça à nos spécialistes donc, de la douane. Monsieur Mokhtar Thiam, monsieur Niamboufal, monsieur Mbakege. Donc, ils sont en tout cas mieux outillés que moi donc, pour en parler. Mais je sais que lorsqu'une marchandise donc, commet une infraction, il y a une infraction commise sur une marchandise, alors l'autorité douanière peut souvent donc, procéder à une saisie ou bien une confiscation. N'est-ce pas? Alors, vous avez donc les actes également de sabotage. N'est-ce pas? Fatou Ndiaye Sow qui me dit donc le fait du prince, tout à fait. Donc le fait du prince également fait partie donc des risques exceptionnels. Donc si on dit le prince, généralement on passe à Machiavel. N'est-ce pas? Vous avez également donc la piraterie donc lucrative, n'est-ce pas? La piraterie donc également à caractère politique. Excusez-moi, donc j'ai un souci, n'est-ce pas, donc de mémoire de téléphone. Après, il faudrait impérativement que je le corrige. Parce que maintenant, j'ai remarqué qu'à chaque fois donc, que je fais des lives, donc souvent il y a une interruption. On me dit donc espace de stockage insuffisant. N'est-ce pas? Alors, je continue. Donc, la piraterie, n'est-ce pas, donc à caractère politique. Donc, la piraterie également à caractère lucratif. On va en parler donc peut-être, n'est-ce pas, donc dans un prochain live. Vous avez donc les blocus, vous avez, n'est-ce pas, donc les lockouts, etc. Donc, etc. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir, c'est que ces risques exceptionnels sont de nos jours très fréquents donc, dans certaines parties du monde. C'est vrai, je donne l'exemple donc de la piraterie. Donc la piraterie à caractère lucratif parce que la piraterie politique, donc, elle n'est pas tellement fréquente. Mais c'est surtout donc, la piraterie donc, à caractère lucratif, n'est-ce pas, donc, qui est beaucoup plus fréquente. N'est-ce pas? Sur certaines parties donc, du monde, comme l'Asie du Sud-Est, les larges de la côte somalienne, n'est-ce pas? Donc le golfe de Guinée, donc le golfe d'Aden, monsieur Khalifa Dramé, n'est-ce pas? Une guerre peut survenir donc, dans certaines parties du monde. Je prends par exemple donc, le Moyen-Orient. Donc c'est des zones vraiment où ça peut dégénérer, donc, n'est-ce pas, donc, d'un moment à l'autre. N'est-ce pas? Donc la tension, elle est vive. La tension, elle est très vive.
Donc, c'est donc un risque pour les marchandises qui peuvent se trouver donc dans un port, n'est-ce pas, ou sur un poste à quai, n'est-ce pas, en attente peut-être de dédouanement ou bien d'embarquement. Une grève de dockers, n'est-ce pas, de douaniers ou de transporteurs routiers peut à tout moment, n'est-ce pas, immobiliser donc la marchandise et l'exposer donc à des risques de vol ou de piège. N'est-ce pas? Ce qui fait que, impérativement, et encore, à plus forte raison, si la marchandise même, n'est-ce pas, est une denrée périssable. Le risque donc de perte totale donc devient très élevé. C'est la raison pour laquelle aussi, il y a un choix à faire. Lorsqu'on doit souscrire donc une assurance, il faudra réfléchir donc sur la garantie. J'ai souvent l'habitude de taquiner, n'est-ce pas, donc certains de nos étudiants. Lorsque je fais donc le cours sur les assurances, je leur dis souvent, mais vous là, vous avez des scooters, est-ce que vous les assurez? Il y a certains qui répondent par l'affirmatif, d'autres non. N'est-ce pas? Alors, ceux qui répondent par l'affirmatif, généralement, je leur dis, oui, vous avez souscrit donc quelle garantie? Ils sont incapables donc de le donner. Ils sont incapables donc de donner donc la garantie souscrite. Donc, ce qui veut dire que, ce qui les intéresse, c'est quoi exactement? Avoir un papier, n'est-ce pas, pour échapper à la tracasserie donc policière ou bien de la gendarmerie. Ils ont peut-être donc le certificat de mise à la consommation, n'est-ce pas? Ils ont donc l'acte de vente. Ils ont, n'est-ce pas, donc voilà, la carte grise également, donc voilà. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est quoi exactement? C'est, comment dirais-je, ils ont peut-être une assurance, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce que l'assurance prend en charge et qu'est-ce qu'elle ne prend pas en charge. Alors, lorsqu'on doit assurer, n'est-ce pas, donc une marchandise, on se doit quand même donc comment dirais-je, de bien choisir donc sa garantie et en fonction maintenant de la nature de la marchandise, réfléchir donc sur la garantie. On va y arriver donc très prochainement sur les garanties. Réfléchir sur la garantie et voir maintenant en fonction donc du contexte donc dans lequel, n'est-ce pas, donc on va évoluer, là où la marchandise donc va aller, réfléchir donc si on ne devrait pas racheter donc certains risques exceptionnels. N'est-ce pas? Donc, merci donc à ceux qui nous rejoignent, hein, qui viennent de nous rejoindre. Monsieur l'éminent prof, Chimère Yorawad, n'est-ce pas? L'éminent prof donc Chimère Yorawad. Bon, il y a Yosha Ali. Bon, s'il vous plaît, monsieur, vous adressez à qui? Ben, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Au Sénégalais ou bien? Ok. En tout cas, on parle pour tout le monde, hein? Monsieur Lee. Et Charlie, ben, c'est pas seulement au Sénégalais, mais seulement lorsqu'on a parlé donc d'assurance locale, là, c'était carrément destiné donc au Sénégal. Au Sénégal, on a dit que donc il y avait une loi sénégalaise donc qui imposait aux opérateurs économiques donc d'assurer donc les marchandises, n'est-ce pas, importées, quel que soit le mode de transport. Mais cette loi-là, c'est pas simplement au Sénégal, hein, c'est valable donc dans beaucoup de pays. Je sais par exemple que le Cameroun aussi a, n'est-ce pas, donc a mis en place donc une telle loi. Ils ne sont pas les seuls, n'est-ce pas? Oui, il y avait une question, je vais essayer donc de répondre. Oui, merci donc Aïcha Baldé, n'est-ce pas? Il y a Bambi Sidibé, oui, désolé, hein, il dit vous ne me remerciez pas, désolé. Donc des fois oui, merci beaucoup Bambi. Ah oui, big up, n'est-ce pas? Monsieur Dramé aussi un excellent, ah oui, Monsieur Dramé, il est exceptionnel, hein, Bambi. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec lui, hein. Sérieusement parler. Donc, c'est un collègue, donc, machallah, n'est-ce pas? Donc, on touche du bois qui est pétri, donc, de talent. Vraiment, c'est toujours également un plaisir, donc, de l'écouter. Ah oui, on ne va pas oublier, donc, notre président. On ne va pas oublier, donc, notre président, Monsieur Mohamedou Amin Sano. Monsieur Sano, en tout cas, qui est le logicien, donc, pur et dur, le supply chain, n'est-ce pas? Donc, le consultant en supply chain. Vraiment, c'est aussi toujours un plaisir, n'est-ce pas, donc en tout cas, donc de l'écouter, n'est-ce pas, donc de le voir à l'œuvre. En tout cas, on apprend beaucoup également donc de ces vidéos, n'est-ce pas? Mon éminent, oui, étudiant également, Yaya Dien. Donc, merci vraiment donc de nous suivre. Donc, en tout cas, je vous recommande donc vivement le site de la page Facebook, donc Marketing TV Monde, hein, parce qu'avec Marketing TV Monde, ben, tout le monde, n'est-ce pas, donc tout le monde est, comment dirais-je, connecté. Et puis bon, on a vraiment donc des informations qui sont en
tout cas qui sont sûrs. Hein. Monsieur, oui, ah ok. Oui, les suggestions, n'est-ce pas, sont vraiment donc les bienvenues. Hein. En tout cas, ce cadre-là, donc c'est un cadre d'échange. Vraiment, si vous pouvez également apporter, n'est-ce pas, donc des choses de plus, ça ne serait que bénéfique donc pour tout le monde. Aussi bien donc la personne donc qui fait le live, donc qui essaie simplement donc de partager, n'est-ce pas, donc ses modestes connaissances donc avec n'est-ce pas, donc la communauté, mais en même temps aussi échanger aussi avec les professionnels. Donc s'il y a des choses, n'est-ce pas, que vous souhaiteriez suggérer, ce serait en tout cas nous sommes moi personnellement je suis preneur. Hein? Donc vraiment merci pour tout. Merci donc Abi Diong. Donc merci. Je pense que je vais peut-être donc m'en arrêter donc à ça. Donc là, le prochain live, on va parler donc des garanties d'assurance faculté. Donc s'il plaît à Dieu, je vais dire que on va parler donc des garanties. Il y a des garanties. Bon, il y en a pas beaucoup quand même. Donc il y a généralement donc il y a n'est-ce pas donc deux garanties. Donc la garantie FAP sauf donc et la garantie tout risque. Hein? La garantie tout risque. Mais également, donc, il y a des garanties exceptionnelles. Il y a des garanties donc, exceptionnelles. Donc, tout ça, donc, on va essayer donc de dire ça donc, la prochaine fois. Je ne sais pas donc, si j'ai encore... merci beaucoup. Donc, merci tout le monde. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je pense que sur ce, donc, je vais vous remercier de nous avoir donc très bien suivis. Et on espère, Monsieur Lee, hein, donc si vraiment vous avez des suggestions, vraiment c'est le bienvenu. Hein. Merci beaucoup, merci et en tout cas bonne soirée à tous. Et j'espère donc vous retrouver très prochainement donc dans un autre live. Merci.